Fabrizio Buccella. Bonjour Tony Verbicaro. Merci de nous recevoir chez vous à Bruxelles. Donc, vous êtes vous aussi confiné outre-Quiévrain. Comment se passe votre confinement à vous? Écoutez, pour l'instant, très très bien. Disons que moi j'ai toujours un peu un côté un peu bipolaire, donc je suis un animal social une grande partie du temps, mais sinon par exemple mes vacances je les passe seul, et donc ici je vais pas dire que j'ai l'impression d'être en vacances parce qu'on bosse, mais le fait d'être seul me gêne pas plus que ça, quoi. Voilà, je dis bon, faut pas non plus que ça dure après des plombes. Ici un mois, 2 mois ça va, mais après faudrait que ça s'arrête. Mais sinon pour l'instant le moral est bon. Et de façon plus globale, est-ce qu'il y a des différences d'organisation de ce confinement en Belgique par rapport à la France? Ouais, non, j'ai l'impression que c'est quand même relativement semblable en termes d'organisation du confinement, d'organisation des universités, des messages qui passent. Peut-être que ce qui est un tout petit peu différent, c'est dans la sensibilité, je dirais, politique ou de gestion. Ici, on est plus à suivre tous les 15 jours et voir un peu comment évolue la pandémie. Et donc, à quelque part, dit, bah voilà, on verra dans 15 jours. Bon, pourquoi 15 jours? Parce que c'est toujours cette fameuse période de latence du virus, hein. Et donc, Mhm. donc on n'a pas osé faire une prédiction type d'ici 3 jours ou d'ici un mois, vous verrez l'Amérique, un peu comme on l'a fait en France avec la date du 12 mai. Ça, on n'a pas, ça, c'est moins dans l'esprit belge, disons. J'en viens un petit peu aux choses qui nous intéressent particulièrement, qui est l'impact de cette épidémie inédite sur le monde de la vigne et du vin. Ce que je voulais vous demander, Fabrizio, c'est en dehors des conséquences évidemment économiques, est-ce que vous imaginez que cette crise sanitaire, elle aura un impact sur le comportement des consommateurs? Certainement qu'elle aura un impact sur le comportement des consommateurs, d'autant que, si j'ai bien compris, ce n'est pas demain qu'on va réouvrir tavernes et restaurants, quoi. Ne fût-ce que pour des raisons simples de distanciation sociale, éventuellement peut-être des restaurants qui peuvent garder des distances, encore que. Mais bon, voilà, donc ça va prendre un certain temps. Je n'ai pas les chiffres précis par rapport à la consommation du vin en France dans les différents endroits, mais c'est certain que le circuit de la restauration, des hôtels et des cafés est extrêmement important. Et donc, on va avoir quelque part une forme de diminution, je pense, de consommation et d'actes d'achat, simplement parce qu'on ne va pas remplacer toutes les possibilités, si vous voulez, de consommation qu'on avait précédemment dans les bars, dans les cafés, dans les restaurants, par de la consommation à domicile. Cette crise, elle aura naturellement un impact économique, donc sur le pouvoir d'achat direct des ménages, des foyers. Ça aussi, on va le retrouver forcément en baisse d'achat de vin. C'est certain que le pouvoir d'achat des ménages va diminuer. Le secteur du salariat des travailleurs sont durement impactés. Comment dirais-je, les indépendants, les auto-entrepreneurs, les petites sociétés ou même les moyennes sociétés également. Les structures, nous on appelle en Belgique le chômage économique. Je ne sais pas quels sont exactement les termes utilisés en France. Enfin bon, il y a des amortisseurs sociaux qui permettent de sauvegarder une forme de dignité dans l'existence, mais qui bien sûr, ne permettent pas de conserver le niveau de vie d'avant. Alors bon, moi, je ne suis vraiment pas économiste, mais c'est vrai que ce qu'on lit est entre guillemets inquiétant. Maintenant, certains prédisent que si reprise rapide il y a, on pourrait se retrouver avec cette fameuse courbe en V, hein, c'est-à-dire on va se retrouver dans 6 mois ou dans un an avec quelque part une reprise aussi dynamique et aussi forte, donc revenir un peu au niveau d'avant-crise. Moi, par contre, ce qui m'inquiète plus, c'est la courbe épidémique. Et donc, je ne suis pas certain que dans 6 mois ou dans un an, si on n'a toujours pas ni un remède ni un vaccin, on puisse en fait se permettre de réouvrir les vannes d'un contact social comme avant le virus. Et si on ne peut pas se remettre dans ce type de contact-là, on risque quand même de continuer dans une forme d'activité un tout petit peu ralentie, quoi. Ce qu'on a appelé là depuis quelques semaines l'apéro 2.0, alors j'imagine que ça se pratique en Belgique comme en France. À votre avis, c'est marginal, ça a pris de la place?
on a du mal à ressentir réellement. Et surtout, qu'est-ce qui restera de ça? C'est une belle question parce qu'à la fois, il y a l'apéro 2.0 et puis il y a aussi dans notre pratique quotidienne d'enseignant, si vous voulez, il y a ces cours, si vous voulez, 2.0. Donc, on peut faire un peu peut-être le lien entre les deux. Alors, moi, j'ai l'impression que ces histoires d'apéro 2.0 sont, entre guillemets, un peu marginales, sont un bon compte en termes de consommation. Hein. Je veux dire, avant, on n'en faisait pas, ou on n'en faisait virtuellement pas, disons. Donc, c'est pas marginal du fait qu'on les fait. C'est pas en termes c'est pas la différence, c'est pas le fait que aujourd'hui on fait des apéros 2.0 et avant on n'en faisait pas, ça c'est certain. Mais en termes de consommation de vin, je pense que c'est bien sûr marginal parce qu'on a aussi vu et lu l'un ou l'autre, je dirais pasteur protestant là qui nous embêtait un peu. On disait oh là là, attention les apéros 2.0, c'est le début de la déchéance, arrêtez sur tout ça. Bon, je dis faut pas exagérer. Les gens sont seuls chez eux. Je pense pas qu'ils se lèvent le matin et ils ouvrent une bouteille de vin et donc à la fin de l'histoire, en tout cas, moi, tous les échos que j'ai, c'est que les gens consomment quand même moins de vin dans cette période de confinement, malgré les apéros 2.0. C'était ça le point que je voulais plutôt soulever. Moi, j'ai l'impression que l'être humain est un être social et que donc ces histoires vont s'arrêter. Voilà, moi, je ne pense pas qu'on va continuer à faire des apéros 2.0. Je ne pense pas que les réunions avec les applications Zoom, Team ou autres vont absolument exploser. Bon, on les a découvertes, c'est sympathique, mais si on peut se voir, si on peut se téléphoner, si on peut se rencontrer, surtout entre des pays aussi voisins que la France et la Belgique, bah, on va utiliser les anciennes bonnes méthodes qui sont les seules qui non seulement permettent vraiment de faire des choses, mais aussi d'avoir le plaisir de la rencontre, quoi, le sourire, le fait de pouvoir taper les gens dans le dos, de pouvoir aller prendre un verre après une réunion ou un colloque, ça c'est impossible à faire de manière virtuelle. Ça, c'est un autre sujet. Est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire, elle peut développer chez le grand public, y compris les consommateurs de vin, des réflexes un tout petit peu hygiénistes qui consisteront à demander aux producteurs de vin d'être plus transparents? Alors là, je parle de sujets qui sont d'actualité puisqu'ils sont dans l'air. Ça fait partie des débats entre les lobbying du vin et les pouvoirs publics, en particulier à l'Union européenne. C'est la liste des ingrédients sur les bouteilles. Ce qui échappe aujourd'hui au monde du vin, c'est les informations nutritionnelles, les calories, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que les gens vont demander à la filière de s'y mettre, d'être plus transparent? Je ne sais pas si vous le demandez à la faveur de la crise ou si quelque part il y avait une lame de fond qui amenait à cette demande de transparence, à cette exigence de transparence et qui à un moment donné, avec la pandémie, le fait que les gens ont eu un peu le temps de faire le point sur une série de choses, va faire que la demande deviendra un peu plus prégnante après la crise. Ce que je veux dire par là, c'est que le lien entre guillemets, de cause à effet ou de corrélation n'est pas évident. Mais par contre, c'est bien possible que ça se passe exactement comme vous le dites. Et il me semble que, voilà, je suis peut-être un peu alternatif si vous voulez, mais voilà, moi, je pense que la filière vin n'a pas à avoir peur de ça. Il n'y a pas de honte à mettre les kilocalories sur une bouteille, comme si on voulait cacher cette information. Et si on devait mettre l'un ou l'autre des ingrédients ou les mettre sur un site internet, ou, ben voilà, qu'on les mette, c'est pas, voilà, je pense que le consommateur, c'est un consommateur qui est fondamentalement intelligent. En tout cas, c'est le pari qu'il faut faire. Je n'en connais pas d'autres de Paris. Et donc il n'y a qu'à vouloir cacher les choses qu'on le rend suspicieux. Donc, à mon avis, la meilleure réponse à ces demandes, c'est d'être disponible. Bien sûr, il ne faut pas que l'étiquette du vin, si vous voulez, ou d'une bouteille devienne un bottin. Hein. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais il y a sûrement moyen de rencontrer la demande de transparence des consommateurs, d'une série d'associations de consommateurs, et que cette demande soit rencontrée par la filière vin, quoi, clairement. Dernière question qui n'a rien à voir, on va quitter un tout petit peu le monde du vin. Vous publiez ce week-end un article dans la presse belge sur le dilemme du prisonnier. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors, en fait, le dilemme du prisonnier, c'est, si vous voulez, une forme d'application de la théorie des jeux, qui est donc une théorie issue, à l'époque théorisée par notamment von Neumann, hein, qui était un mathématicien, un physicien, et qui, si vous voulez, bien sûr, essaye de modéliser les interactions entre différents acteurs, entre différents joueurs, comme on les appelle. Et dans le dilemme du prisonnier, il pose
en fait un paradoxe, on appelle ça dilemme, mais on pourrait aussi l'appeler paradoxe, c'est le paradoxe de l'individu, si vous voulez, versus la collectivité. Alors en fait, l'idée de cette chose est de dire, est-ce que, par exemple, quand vous prenez les transports en commun, pour prendre un exemple clair, eh bien, il n'est bien sûr pas de votre intérêt de payer le ticket, de payer la redevance, si vous voulez. Je ne sais pas quel est le terme exact en France, nous on appelle ça l'abonnement ou le ticket. Hein. Bon, vous ne devez pas, c'est pas de votre intérêt de le payer, mais si aucun des utilisateurs ne paye, les contrôles ne suffisent de toute façon pas à les repérer, les resquilleurs, et donc le système de transport en commun s'effondre. Et donc on est là dans un vrai dilemme où quelque part, si vous payez la redevance, c'est dans une forme de confiance du collectif et de confiance que vos voisins vont la payer également, de telle manière à tenir en fait le système. À tenir le système ici, par exemple, les transports en commun. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que quelque part, dans le confinement, on est exactement dans le même type de procédure ou dans le même type de raisonnement. Si vous et moi, on décidait de ne pas suivre le confinement, ça aurait en fait extrêmement peu d'impact, pour autant bien sûr que les autres suivent le confinement. Donc quelque part, on pourrait resquiller, on pourrait continuer la vie comme avant et on aurait très peu de chances d'attraper le virus. Et par ailleurs, le système ne risque pas de s'effondrer. Par contre, parce que ce serait, entre guillemets, comme si vous et moi, on était les deux seuls dans le tram qui nous emmène de Reims à l'université à ne pas payer notre ticket. Bon, ben voilà, le système ne va pas s'effondrer. Mais par contre, si on est plusieurs à le faire, plusieurs à suivre le raisonnement, eh bien, à un moment donné, le système s'effondre. Et donc, il y a une forme, si vous voulez, quelque part d'acceptation collective du bien commun qui fait que même si individuellement, on est poussé tous les jours à avoir des tentations, ici en l'occurrence, d'avoir un maximum d'interactions sociales ou en tout cas d'essayer d'en avoir l'une ou l'autre, eh bien, il est quand même dans notre intérêt collectif, pas individuel, dans l'intérêt du groupe, que chacun de nous en ait le moins possible. Voilà, je ne sais pas si je l'ai synthétisé de manière la plus claire possible, mais c'est vraiment ce dilemme, ce paradoxe qui est appelé dans la littérature le fameux paradoxe du prisonnier, où quelque part, notre intérêt individuel va à l'encontre du collectif, mais si tout le monde suit l'intérêt individuel, eh bien, le collectif s'effondre. Ça a été théorisé ou écrit différemment dans les années 1950 par un Anglais qui avait appelé ça la tragédie de bien commun, the tragedy of the commons. Alors lui prenait l'exemple d'un pré communal dans un county en Angleterre où les fermiers pouvaient faire paître leurs bêtes. Bien sûr, il était de l'intérêt de tous les fermiers de mettre un maximum de bêtes sur le pré, comme ça ils sauvegardaient leur pré à eux, si vous voulez, vu qu'ils allaient brouter l'herbe du pré commun, du pré communal. Forcément, quand tous les fermiers ont mis leurs bêtes sur le pré, eh bien il n'y avait plus d'herbe sur le pré et les bêtes ont commencé à mourir. Et donc, on comprend à un moment donné que le bien collectif, si vous voulez, doit échapper un peu en quelque sorte à une loi un peu individualiste, une loi du marché. Il doit être en fait réglementée. Et donc, si on considère que ici le bien collectif, c'est un peu la survie, si vous voulez, je ne vais pas dire la survie de la population, hein, mais qu'on puisse passer cette épreuve du virus avec le moins de casse possible, ça c'est entre guillemets le bien collectif, eh bien il nous appartient à tous de faire cet effort individuel qui, sinon, si on ne le faisait pas, chacun d'entre nous, eh bien, conduirait à la faillite du système. Merci beaucoup Fabrizio Buccella pour ce rendez-vous, c'était très agréable. Je vous souhaite une bonne suite de confinement. J'espère vous retrouver très prochainement, concrètement, ne serait-ce que pour trinquer. Et puis je donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour un prochain entretien dans les jours à venir.